Dans cette vidéo, nous introduisons la notion du champ électrostatique. Alors la question de cette vidéo pourrait être: comment définir l'action électrique d'une charge en tout point de l'espace? Alors la seule entité que l'on connaisse pour l'instant, c'est la force électrostatique de Coulomb. Alors on va imaginer que l'on place au point M une charge positive plus Q, ça va être notre charge test. Et dans ce cas, les deux charges sont positives, il va y avoir donc répulsion, et la force de Coulomb va ainsi être dirigée de grand Q vers petit q. Alors la force qui agit sur notre charge test est le produit des charges divisé par la distance au carré. Alors l'idée a été de définir un nouveau vecteur qu'on va appeler le champ électrostatique et que l'on nomme par la lettre majuscule grand E. Et ce vecteur, défini à la position de notre charge test, est la force ressentie par la charge test et normalisée, c'est-à-dire divisée par la charge petit q. Alors vous pouvez retenir que le champ électrostatique E ressemble à la force. C'est un vecteur, il a la même dépendance en 1 sur r carré, mais cette fois-ci, il est bien indépendant de notre charge test. Donc on peut enlever la charge test désormais. Alors l'unité du champ électrique, c'est le newton par coulomb, et on verra par la suite qu'on peut le définir aussi comme étant le volt par mètre. Alors le champ électrique, comme tout bon vecteur, se représente par une flèche. La longueur de la flèche va indiquer la valeur du champ électrostatique. Alors on considère ici une charge positive. Regardons en chaque point M de l'espace comment est orienté et quelle est la valeur de grand E. Autour d'une charge positive, le champ électrique est dirigé de la charge vers le point M. Alors si je divise la distance par 2, je rapproche le point M de la charge Q, alors le champ électrique doit lui augmenter d'un facteur 4. Et vous observez que la longueur des flèches est réduite d'un facteur 4 quand on double la distance. Alors si je déplace le point M sur un cercle, le champ électrique E ne doit pas changer de norme. Les flèches sont toutes de la même longueur. Et le vecteur est toujours perpendiculaire à la surface du porteur de charge. Alors ici, le porteur étant une sphère, on dit que le champ coulombien est radial. Vous voyez ici terminer la représentation d'un champ de vecteurs dans le plan. Les caractéristiques premières du champ électrique induit par une charge positive, c'est que les vecteurs grand E fuient la charge, ils sont sortants. Alors une autre représentation est de représenter les lignes de champ. On relie les vecteurs entre eux et on peut savoir plus précisément les directions du champ électrique. Il y aura toujours, en fait, vous voyez ici la flèche sur la ligne de champ pour indiquer la direction. Alors ici, ça rayonne comme un soleil pour une charge positive. Alors les forces seront toujours tangentielles à ces lignes de champ. Alors on perd bien entendu l'information sur la grandeur du champ électrique, mais vous pouvez observer que la densité des lignes vous donne une certaine indication si le champ est intense ou pas. Plus les lignes vont être approchées et plus le champ est intense. Alors, peut-on visualiser expérimentalement ce champ électrostatique? Eh bien oui, vous l'avez tous déjà vu, une boule à plasma. C'est désormais accessible facilement dans le commerce. On électrise positivement une électrode au centre de la boule, et la boule est remplie d'un gaz rare. Alors ces molécules de gaz, sous l'effet du champ électrique, se ionisent. Autrement dit, elles vont perdre ou gagner des électrons. Et donc ces ions vont devenir comme nos petites charges test. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Les électrons libres vont eux-mêmes ioniser d'autres molécules. Ça va créer une avalanche de ionisation. Alors je vous passe tous les détails, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on a allumé un plasma, c'est-à-dire un fluide ion. Et c'est le quatrième état de la matière. Alors on choisit ici comme gaz rare le xénon et le néon pour leur rayonnement visible. Quand les molécules vont se désexciter, elles émettent de la lumière, plutôt dans le bleu pour le xénon et le rouge pour le néon. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors ce qui nous intéresse ici pour ce cours d'électrostatique, vous le voyez bien, c'est que le champ électrostatique est radial autour de la charge centrale et en 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus difficile à représenter sur une feuille. Et on a donné un nom à ce phénomène d'émission radiale, c'est l'effet couronne. Alors oui, je sais, ça vous allez le retenir, c'est l'effet corona. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe autour d'une charge négative, c'est l'opposé. Les vecteurs pointent vers la charge négative. Si je mettais la charge test positive, elle serait attirée. Alors les champs électriques sont ici rentrants. Alors le champ électrique a été introduit pour représenter l'environnement électrique de la charge. Vous vous doutez bien que notre environnement est bien plus compliqué qu'une seule charge.
Nous avons vu dans une vidéo précédente le principe de superposition pour les forces électrostatiques. Alors ce principe va forcément resservir ici. Alors pour ne pas trop compliquer, on va mettre juste deux charges. Alors le champ électrique grand E au point M s'obtient de la même manière. On rajoute les contributions individuelles du champ électrostatique de chaque porteur de charge. Donc E total, grand E, c'est E1 plus E2. Et si on place une charge en cet endroit, la force ressentie sera F, c'est Q fois E total. Alors regardons pour deux charges positives. Loin l'une de l'autre, il n'y aura pas d'interaction. Chaque point de l'espace aura un champ électrique, c'est-à-dire gouverné soit par E1, soit par E2, ou alors sera nul tout autour. Alors quand les particules sont dans le champ proche l'une de l'autre, la carte de champ peut être vite compliquée. Il faut calculer en chaque point la somme des deux vecteurs E1 et E2. Alors je vous le représente ici uniquement pour quelques points. Très proche d'un porteur, on oublie l'autre porteur, le terme en 1 sur R carré gagne sur l'autre charge. Les deux charges sont de même polarité, donc elles tendent à se repousser. Il y a forcément un endroit entre les deux charges où le champ électrique est nul. Et oui, les deux vecteurs E1 et E2 sont tête bêche au centre de l'espacement. Mais alors, si on place notre charge test à cet endroit, elle ne ressentira aucune force électrostatique. Et en fait, elle ressentira que la gravité. Alors si on est très loin, la distance entre les deux porteurs étant négligeable, tout se comporte comme si on avait un seul porteur avec la somme des deux charges. Si je passe à la représentation des lignes de champ, c'est la même que pour la charge positive, sauf que les flèches sont dans l'autre sens. Alors un cas particulier qui va nous intéresser, on en appelle le dipôle. On en reparlera souvent. Une charge positive et une charge négative. Alors première remarque, on ne trouve en aucun endroit un champ électrique nul. Proche de la charge positive, les rayons brillent comme un soleil. Proche de la charge négative, les lignes sont aspirées. On a vraiment l'impression que la charge positive est comme un ventilateur qui émet un flux dans toutes les directions, et la charge négative se comporterait comme un aspirateur qui ramène tout à elle. Alors si on passe en représentation de lignes de champ, les rayons semblent tourner et forment des lobes. Ce sont des figures caractéristiques des dipôles. Les lignes de champ s'écartent entre les charges. Et si l'on se place loin de ce dipôle, on ne devrait pas avoir de rayons sortants ni de rayons rentrants, puisqu'ils décrivent des lobes. On ne peut pas décider si le dipôle est positif ou négatif. Alors intuitivement, le champ électrique pour un dipôle, lorsqu'on est très loin, doit donc décroître plus rapidement que pour des charges de même polarité. Nous montrerons dans une prochaine vidéo que ce champ électrostatique décroît en fait en 1 sur R cube et pas en 1 sur R carré. Le champ électrostatique est donc plus confiné si l'on veut reprendre le vocabulaire à la mode. Alors, y a-t-il moyen de visualiser ces lignes de champ courbes? Allez, on reprend la boule à plasma que vous aimez bien. Si l'on touche du doigt la surface du globe à plasma, on perturbe la distribution des charges localement. Il y a donc deux pôles ici, la sphère centrale chargée et le bout du doigt. Et vous voyez, les lignes de champ se courbent comme dans le cas d'un dipôle. Alors cela fonctionne aussi avec d'autres systèmes que les gaz. Si l'on charge deux fils de polarité différentes dans un liquide, ici de l'huile, on crée un champ électrostatique. Alors si l'on dépose du permanganate de potassium, alors ici violet, il est connu pour être très oxydant et donc chargé. Les molécules vont donc bouger sous l'effet de la force de Coulomb et il laisse derrière lui des traces de dioxyde de manganèse marron. Elles suivent des lignes de champ électrostatiques. Et on le verra, c'est aussi à la base ce système de l'électrophorèse. Alors regardons une autre configuration de dipôle, nous l'avons déjà vu, c'est le condensateur. Deux plaques chargées qui sont séparées par un diélectrique. Alors ça doit vous rappeler aussi l'expérience de Millikan où la trajectoire des gouttelettes d'huile, vous vous rappelez, elle tombait de manière rectiligne. Alors ces lignes de champ sont effectivement toutes parallèles et droites et orientées de la plaque positive à la plaque négative. Et donc les gouttelettes suivent en fait ici les lignes de champ. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas.
Pour les lignes courbes de champ, la particule ressent uniquement une force tangente à la ligne de champ. Mais la force, ce n'est pas le vecteur vitesse. Attention, je voudrais porter votre attention ici sur une confusion que l'on voit souvent, ne pas confondre les lignes de champ avec les trajectoires des particules. Les trajectoires et les lignes de champ ne sont confondues que lorsque les lignes de champ sont droites ou assimilées. Voilà, nous avons vu que la force électrostatique, c'est le produit de la charge électrique et du champ électrostatique. Donc pour observer ce phénomène, au minimum, il faut soit beaucoup de charge et un faible champ, soit très peu de charge, mais alors un champ électrostatique qui doit être très intense. Alors on pense bien évidemment dans la nature aux orages. Et je voudrais terminer par ces jolies images au-dessus des nuages, à une centaine de kilomètres de hauteur, au-dessus des nuages. C'était déjà visible depuis le sommet des montagnes, et ça alimentait bien des légendes. Vous voyez ici des lignes de champ, alors de forme circulaire, des jets verticaux coniques, qui viennent compléter les légendes anciennes, alors des elfes, les farfadets, on parle des ovnis à notre époque. Ce sont des phénomènes transitoires assez rapides qui durent un dixième de seconde, mais qui s'expliquent par des variations du champ électrostatique. Vous voyez ici, cette cartographie du champ électrostatique peut être beaucoup plus vaste à l'échelle de notre planète, et nous allons voir que le champ électrostatique est lui tout aussi fondamental à l'échelle humaine et à celle des cellules biologiques. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.